On accueille maintenant en studio Lamine Foura. Il est animateur de radio à Média Maghreb, secrétaire général et cofondateur du Congrès maghrébin du Québec. Bonjour, M. Foura. Bonjour. Bonjour. Votre réaction d'abord à ce qui s'est passé et de la réaction de la communauté arabe de Montréal également. C'est sûr que, en premier lieu, je présente mes condoléances au peuple français, aux familles des victimes. C'est horrible parce que il y a eu des morts, mais aussi c'est horrible parce que ça vient détériorer la relation entre citoyens. Je sens un petit peu ce que le peuple français vit aujourd'hui. On voit beaucoup de solidarité, mais c'est sûr qu'on voit aussi beaucoup d'amalgame et il y a beaucoup d'inquiétudes. Ouais. Les communautés arabo-musulmanes à travers le monde, et même dans les pays arabes, j'ai revu toute la presse du monde arabe hier, condamne avec force cette atrocité, mais en même temps, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'incertitudes sur la stabilité, je dirais, sociale de nos sociétés avec ce genre d'événements terribles et ces actes barbares. Vous craignez justement ces amalgames qui peuvent être faits? C'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de messages de politiciens, que ce soit en France, qui a été directement touché, que ce soit à travers des intellectuels français et aussi à travers le monde. Le Premier ministre aussi du Québec, M. Couillard, avait insisté sur ça. Je dirais que oui, il y a des messages qui insistent à ne pas faire d'amalgame, mais la réalité, les émotions, des fois, font en sorte qu'il y a des déclarations, qu'il y a des posts sur Facebook qui inquiètent, bien que la communauté condamne et se dissocie. Et même cette question de se dissocier, je pense qu'elle a fait souvent, qu'elle se pose la question, pourquoi je dois le faire? Ma relation avec la personne, je ne le connais même pas, il n'est pas relié à moi d'une façon directe, ou même s'il prétend porter la même foi que moi et qu'il le fait au nom de cette foi-là, ça n'a rien à voir avec moi. Donc les gens aussi sont un petit peu gênés, pas gênés dans le sens, ils condamnent, mais en même temps ils sont gênés de se dissocier à chaque fois, parce qu'en le faisant, ils pensent qu'ils s'associent indirectement parce qu'ils se sentent obligés de le faire. Je pense que le plus important, c'est que tout le monde doit condamner, doit clarifier sa position, et c'est très important que dans des moments difficiles comme ça, que la cohésion sociale, en France en particulier, mais aussi à travers le monde et à travers l'humanité, soit bien forte, parce qu'il faut comprendre qu'on n'est pas dans un conflit entre deux civilisations, on est entre un conflit d'une civilisation de paix, qui est celle de la démocratie, de la liberté, et celle de la barbarie, celle de la violence, et celle qui tue des innocents d'une façon terrible. Je pense que c'est comme ça qu'il faut présenter le problème. Et cette situation-là, elle revient à chaque lendemain d'attentat. Exactement. Et exactement. Je pense qu'on ne travaille pas assez pendant qu'il n'y a pas d'attentat. Je pense qu'on attend qu'il y ait des attentats pour essayer de communiquer, pour essayer de clarifier des choses. On est un petit peu aussi dans des campements idéologiques. Je sens qu'il y a beaucoup de bipolarisation dans les sociétés sur des sujets d'intégration, et ces bipolarisations ne facilitent pas à gérer des périodes de crise, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup d'opportunisme idéologique de part et d'autre pour essayer de justifier des points de vue politiques qui n'ont rien à voir avec la situation, qui est beaucoup plus complexe, et les ramener pour justifier son point de vue relié à un contexte particulier qui est en fin de compte un contexte de barbarie de personnes innocentes. Vous savez que dans les communautés maghrébines, à titre d'exemple ici, on a tous de la famille en France. Il y a des victimes issues de la communauté maghrébine en France aussi. Je lisais dans les journaux tunisiens, on parlait de deux Tunisiens qui ont été tués dans le restaurant. Il y a d'autres, des Algériens, des Marocains. Donc, en fin de compte, on est autant victimes que tout le monde, parce que ces balles d'assassins ne faisaient pas la différence entre quiconque. Elles visaient, en fin de compte, la cohérence, et je dirais qu'elles visaient en premier lieu la France des couleurs. Je fais référence à une chanson d'un grand chanteur berbère algérien, donc Idir, qui chantait la France des couleurs, et je pense que c'est ça qui est visé en réalité. Et il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de casser cette diversité qui est en fin de compte une force. Et là, j'appelle les membres de la communauté aussi de témoigner de leur condamnation. Il faut qu'ils le fassent, mais en même temps, il ne faut pas qu'ils soient pointés du doigt comme étant être obligés beaucoup plus que d'autres. De ne pas rester renfermés sur eux-mêmes. Sachant qu'à titre d'exemple, je dirais que je ne parle pas du peuple français, je parle du gouvernement français qui a participé aussi à créer une instabilité dans certains pays comme la Libye, comme la Syrie, qui en sait, c'est devenu des arrière-plans de ces groupes terroristes, a une certaine responsabilité. Lui aussi, il doit s'excuser, parce qu'on sait très bien, il y a eu des aveux des responsables français qui ont envoyé des armes dans ces régions de crise, même s'ils avaient une bonne volonté de ramener une démocratie. Mais la conséquence, c'est une déstabilisation, une création
également de zones où ces groupes terroristes peuvent s'entraîner plus facilement. Donc, quand on parle de la Libye, c'est en face de l'Europe. Quand on parle de la Syrie, c'est aussi proche de l'Europe. Et il y a une responsabilité, je dirais, collective en tant que société démocratique pour faire face à ce phénomène qui est en premier lieu, à mon avis, un phénomène d'éducation. Il faudra qu'on travaille très fort pour sauvegarder notre jeunesse canadienne, québécoise et aussi européenne, qu'elle ne soit pas influencée par ces groupes. Vous parlez de la jeunesse. La majorité, beaucoup des victimes de cet attentat, de ces attentats, sont des jeunes. Bon, ils se retrouvaient au Bataclan et au stade et dans les cafés. Est-ce qu'on... Je me doute un peu de votre réponse, mais on doit en faire plus, donc, pour prévenir la radicalisation de ces jeunes-là. Mais c'est exactement... Parce que ce sont des cibles également des groupes terroristes. Exactement. Je pense qu'il faudra qu'en tant que société et en tant qu'humanité aujourd'hui, puisque le problème est mondial, on doit s'éloigner des campements et des positions idéologiques. On doit se positionner en face d'un phénomène qui prend plus d'ampleur et la solution est entre nos mains. Il faudra qu'on l'adresse comme étant un problème pédagogique, renforcer le lien d'appartenance de cette jeunesse à la société. Vous savez que ce n'est pas seulement les jeunes issus de la communauté, des communautés arabo-musulmanes. On voit de plus en plus que les jeunes sont détachés de la politique, sont détachés de ce qui se passe dans les sphères de décision. Ils ne sont pas représentés et c'est un travail général vis-à-vis de toute la jeunesse qu'on doit faire de façon à renforcer leur lien avec la société et l'appartenance à la société. J'aimerais vous entendre sur le sort des réfugiés syriens parce que ça s'invite d'une certaine façon avec ces attentats-là, en tant que société d'accueil, en tant que société multiculturelle, de voir maintenant qu'il y a des chefs d'État, entre autres, en Europe, et même des gens ici dans la société qui remettent en question le choix d'accueillir des réfugiés syriens. Vous accueillez ça de quelle façon? Bon, premier élément, il faudra revenir à nos valeurs. À nos valeurs de société ouverte et accueillante. Et ces valeurs-là, c'est ces valeurs-là qui sont visées par ces groupes terroristes. Ils voudraient bien qu'on réagisse de la façon dont ils réagissent eux-mêmes. Donc je pense que c'est important de ne pas remettre en cause nos valeurs d'accueil. C'est sûr qu'il faudra qu'il y ait des procédures de validation. C'est très important que les services de sécurité, que les services d'immigration fassent le nécessaire pour faire le filtrage nécessaire. Ce n'est pas une question d'ouvrir la porte d'une façon totale, mais en même temps, je pense que c'est très important de savoir que si on a souffert de loin en voyant ce qui se passe à Paris, si les gens qui habitent à Paris ont souffert toute une nuit, si les personnes qui étaient dans les endroits où ils étaient attaqués, ils ont souffert, ces gens-là, ils souffrent depuis des années une atrocité qui est multipliée peut-être par 100 par rapport à ce qu'on a vécu à Paris, parce qu'ils reçoivent des bombes, ils reçoivent des actes donc, de groupes terroristes qui viennent les harceler, les tuer. Donc il faudra qu'on fasse un équilibre, ne pas perdre notre humanité, ne pas perdre nos valeurs de les accueillir, tout en mettant les procédures nécessaires pour faire le filtrage nécessaire. Et je pense qu'on a assez de moyens pour le faire. Je pense que c'est cet équilibre qu'il faudra faire en considération. Et c'est le titre, c'est un exemple parmi d'autres. On doit s'éloigner des positions politiques et idéologiques qu'on avait avant les attentats pour disons, utiliser les attentats pour argumenter que notre point de vue était le plus pertinent. Il faudra qu'on s'unisse tous autour d'une table et de dire que nos valeurs, c'est des valeurs d'accueil, nous devons les maintenir tout en faisant les procédures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de nos pays. On va suivre tout ça et je vous rappelle que les chefs d'État du G20, eux, sont réunis en Turquie pendant ce temps-là. Vous me direz que, comme on dit en anglais, le timing est là. Alors vraiment, on suit tout ça. On va avoir des nouvelles de ces discussions, bien sûr, à vous présenter tout au cours de la journée. Lamine Foura, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes cofondateur et secrétaire général du Congrès maghrébin du Québec. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.